c'est pour ça que j'appelle ça la théorie du talon d'Achille, parce que s'il y a quelque chose d'essentiel dans notre vie que l'on délaisse tout le temps, je sais pas, la santé ou la relation avec les proches, en fait, ça va nous coûter sur tout. Salut à toutes et à tous, c'est Alexandre Dana. Avant de plonger dans notre émission, je voulais vous dire un immense merci. Avec 85 millions d'écoutes des podcasts Graines de Métamorphose et Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous qu'on a pu inspirer autant de personnes et devenir le premier podcast bien-être et psy en francophonie. On sélectionne les meilleurs experts pour offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Vos encouragements en commentaire sont super précieux pour poursuivre cette mission. Si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à un de vos proches, partagez-le. C'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Coucou les amis, vous le savez peut-être, j'adore voyager, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir de nouveaux horizons. Mais il y a une chose qui peut vite compliquer l'expérience. Arriver dans un pays étranger sans connexion, impossible de commander un taxi, de retrouver son hôtel ou même de prévenir ses proches. À ce moment-là, pourtant, tout ce que je veux, c'est juste profiter du moment et lâcher prise. C'est exactement pour cela que Seili a été créée, pour rester connectée et prête à explorer dès son arrivée sans stress ni tracas. Cette eSIM intelligente vous connecte en un clin d'œil avec une seule installation et un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et tout ça sans carte SIM locale. Alors ce que j'aime le plus, c'est qu'elle me permet de suivre ma consommation de data en temps réel pour voyager évidemment l'esprit tranquille et parce que prendre soin de soi, c'est aussi protéger ses données. Seili intègre un VPN pour naviguer en toute sécurité, bloquer les pubs malveillantes et même changer de localisation virtuelle. C'est aussi parfait pour accéder à ses contenus préférés, je pense évidemment au podcast Métamorphose, où que l'on soit dans le monde. Téléchargez donc l'application Seili ou rendez-vous sur seili.com/métamorphose et bénéficiez d'une remise exclusive, les amis, de 15% sur les forfaits data Seili avec le code Métamorphose. Notifications qui s'enchaînent, actualité anxiogène, journée surchargée. Tout semble s'accélérer et nous le vivons difficilement. Dans une époque marquée par une complexité croissante, il est presque inévitable de se sentir submergé par un sentiment d'impuissance. Comment retrouver alors de la clarté et du pouvoir d'agir dans ce contexte ? Comment créer une bulle face à ces crises environnementales, sociales ou économiques ? Mon invité du jour explore ces questions dans son dernier livre, intitulé Anti-chaos et publié aux éditions Erol. À travers le concept du vide fertile et également une vision renouvelée de la performance, il nous invite à repenser notre rapport au temps, notre rapport à l'essentiel, notre rapport à l'action. Bonjour Mathieu Dardaillon. Salut Alexandre Dana. Ravi de te retrouver ici pour cet épisode. La première question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce thème du chaos ? Est-ce que tu peux aussi nous rappeler peut-être tes précédents livres et comment ce thème s'articule avec ce que tu as creusé précédemment ? Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravi de cet échange. Effectivement, c'est mon 4e livre. Mon premier livre, j'étais encore étudiant et j'ai coécrit avec Jonas Guyot un livre qui s'appelle « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde ». C'est le récit de 2 jeunes étudiants qui cherchent à donner du sens à leur vie professionnelle et qui cherchent le moyen d'avoir un impact positif sur le monde. Donc c'est le récit de plein de rencontres qui nous ont inspirés, d'entrepreneurs et aussi de gens qui changent le système de l'intérieur. Le second livre, Activez vos talents, ils peuvent changer le monde, publié en 2018. Là, c'est un guide pratique de tous les outils qui, moi, m'ont aidé à trouver ma voie d'acteur de changement pour essayer de faire ma part dans le monde. Et c'est basé sur l'outil de l'ikigai. Et donc, c'est un guide méthodologique assez volumineux avec tous les outils qui m'ont été, moi, les plus précieux, les conseils, les outils pour trouver ma voie et m'engager et créer mon chemin d'acteur de changement. Et le 3e, en 2021, coécrit avec Joséphine Boucher, s'appelle « Tu fais quoi dans la vie ?» Et là, c'est un manifeste pour les carrières à impact. Voilà, on véhicule la vision que on a 80 000 heures à travailler en moyenne dans nos vies. Donc, c'est un terrain de jeu incroyable pour inventer le monde auquel on aspire vraiment. Donc, c'est un manifeste court pour partager cette vision avec beaucoup d'exemples. Et le chaos, alors ? Et le quatrième. Qu'est-ce que vient faire le chaos là-dedans ? Pourquoi ce livre ? Il y a un moment, il y a 2 ans, je me suis retrouvé avec moins de clarté, comme dans un brouillard.
Et j'ai eu besoin de me mettre en retrait et d'ouvrir une année de vie fertile. On pourra revenir dessus éventuellement, mais c'était la première fois où j'avais moins d'inspiration, moins de vision aussi à moyen long terme, moins de clarté et une difficulté à décider à court terme, moins d'énergie. Et je me suis mis en retrait, j'ai parlé à plein de gens et j'ai observé que énormément de personnes ressentaient la même chose, une sorte de brouillard décisionnel, de plus trop savoir où elles en étaient, comment avancer, où est-ce qu'on va aussi collectivement. Et ça m'a frappé, ce sentiment d'impuissance, et j'ai creusé ce sujet en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, on a un moment tellement charnière, c'est pas possible de ressentir individuellement et collectivement vraiment ce sentiment d'impuissance. Et si on veut créer une société auquel on aspire vraiment, il faut retrouver notre pouvoir d'agir. Donc c'est vraiment cette quête-là qui m'a mis sur ce sujet-là, qui s'appelle anti-chaos, parce que j'ai essayé de trouver des réponses concrètes pour la vie de tous les jours. Oui, moi qui connais bien tes précédents livres, quand j'ai vu Anti-Chaos, j'ai presque eu peur, j'ai presque eu le sentiment qu'il y avait un réalisme assez sinistre qui t'était tombé dessus. Oui, j'ai envie de faire ma part, oui, j'ai envie de changer le monde, oui, j'ai envie d'activer mes talents, mais je suis dans un monde chaotique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce monde chaotique ? À part ce sentiment de brouillard, à quoi on le perçoit ? Ouais, j'ai eu besoin de comprendre pourquoi j'avais ressenti ça et pourquoi tant de personnes, dans leurs témoignages, me partageaient cette sensation de chaos, d'impuissance. Il y a plein de facteurs qui se mélangent. Il y a une très grande complexité que l'on vit au quotidien, en fait, avec plein d'injonctions paradoxales entre plein de problématiques à grande échelle que l'on vit en même temps. Plein de défis. Il y a le retour des guerres, l'inflation, la crise, l'effondrement environnemental, la colère sociale, l'intelligence artificielle. Tout ça, on vit ça en même temps. Et donc, et donc, à l'intérieur de ça, il y a plein d'injonctions paradoxales. On ne sait plus comment prendre les sujets. Ils sont tous hyper complexes et ils sont tous entremêlés. Et donc ça vient impacter nos vies. Ensuite, il y a un phénomène d'accélération où tout va toujours plus vite dans nos vies. Et même si la technologie nous aide à être plus performants, à gagner du temps, en fait, on a la sensation de toujours manquer de temps. Et donc, on a des sujets hyper complexes et on a moins de temps de cerveau disponible. Et puis, il y a un phénomène aussi de polarisation où c'est plus difficile d'avancer collectivement dans le même sens. Chacun vit un peu dans sa bulle, nourri par les réseaux sociaux, un sentiment de communauté fort, des visions qui vont être plus extrêmes. Et donc, ça rend impuissant parce qu'on n'avance pas dans le même sens. On se crie dessus, on n'arrive plus à se parler et partager une même réalité du monde. Aussi avec les fake news, etc. Et donc, tout ça, ça nourrit cette sensation de chaos. Et c'est pas tout, parce qu'on vit aussi des défis. En fait, moi, vraiment, la thèse que je défends dans le livre, c'est qu'on est probablement entre deux mondes, et on quitte un monde que l'on connaît, basé sur les 200, 300 dernières années, un mode de pensée qui nous a permis le niveau de développement qu'on connaît aujourd'hui, mais on connaît toutes les limites, on sait que ce modèle marche plus, et on doit inventer autre chose, mais on est perdu, parce qu'on sait ce que l'on quitte, on n'a pas encore inventé les nouvelles règles du jeu, les nouveaux systèmes, les nouvelles institutions, les nouvelles manières de vivre. Et donc, on est dans cet entre-deux-mondes. Et c'est ça ma thèse qui fait que on ressent ce chaos. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut naviguer dans ce moment-là d'entre-deux-mondes et pour arriver à mettre notre énergie pour faire émerger ce nouveau monde. Et à quoi ça ressemblait dans ta tête, dans ton corps, quand tu as mis le doigt sur ce sentiment de chaos, quand tu ressentais cette sensation de brouillard? À l'époque, tu dirigeais une organisation qu'on peut mentionner, qui s'appelle Ticket for Change, qui a accompagné plus de 150 000 personnes à travers des programmes de formation, de sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux. À quoi ça ressemblait? Est-ce qu'on peut parler de burn-out? C'est ça que tu as vécu? Je pense pas, mais je pense qu'en forçant et en continuant, ça aurait été ça. Je pense que c'est ce que je commençais à décrire, c'est moins de clarté sur le but à long terme. Et donc ça empêche de décider à court terme. Et puis c'est plein d'injonctions de la société. Il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire.
en même temps et que tu intègres, et donc en fait ça ajoute à ton brouillard. En fait, si tu parcours un fil sur les réseaux sociaux, et ben, tu vas avoir plein de messages qui vont te donner envie d'aller dans telle ou telle direction, des méthodes pour telle ou telle direction et tout, et ça peut créer un brouillard énorme. Donc moins de clarté sur là où tu veux aller, des messages entrants en fait qui peuvent te dévier de ton chemin, et un manque de temps en fait. Tu manques du temps pour ce que tu considères comme essentiel dans ta vie. Et ça fait que en fait, tu as l'impression de pas forcément avoir la main pour avancer vers ce qui est essentiel pour toi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, et du coup, tu te fais balloter, en fait, tu te fais porter. Et du coup, j'ai essayé de creuser à quoi ça ressemble de reprendre la main sur ce qu'on veut vraiment pour avancer dans le sens auquel on aspire profondément. Et c'est là que tu as ouvert cette période de vide fertile. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est, le vide fertile ? Donc, j'avais un trop-plein, et j'ai eu besoin, mon intuition, en fait, ça a été il faut que je vide mon agenda pour ouvrir cette période de vide fertile d'1 année. Au début, je voulais prendre 3 semaines, 2 mois, tu vois, un temps court. Et puis en discutant avec différentes personnes qui m'ont encouragé à penser un temps long. Donc là, j'ai vidé mon agenda. J'avais clarifié un peu mes intentions, pourquoi je le faisais. Et puis des idées, de plein d'expériences à vivre, etc. Et puis j'ai laissé place à la sérendipité. C'est-à-dire j'ai suivi les intuitions et ce qui m'appelait. Et là, j'ai commencé à tirer le fil dont on parlait. C'est-à-dire qu'avec des rencontres, avec des lectures, il y avait tous les livres que j'avais mis de côté et que j'avais pas eu le temps de lire. Et ben en fait, après un temps de vide, j'ai commencé à explorer des choses. Et je suis arrivé sur ce sujet, en fait, de comment on dépasse ce sentiment d'impuissance et on retrouve du pouvoir d'agir. Et je suis rentré dedans. Et ça a été un chemin où j'ai creusé, j'ai expérimenté moi-même, j'ai partagé, j'ai vu ce qui résonnait, ce qui marchait. Et c'est ça qui m'a amené jusqu'à ce livre. Mais si j'avais pas fait ce vide, j'aurais pas retrouvé de la clarté pour moi-même. J'aurais pas vu des choses que je n'avais pas vues de notre modèle de société. Parce que ça, il me fallait le temps de connecter un peu les points, tu vois, mettre des pièces de puzzle les unes à côté des autres et refaire le puzzle. J'avais les éléments, en fait, mais ils étaient dispersés. J'ai besoin de ce temps, le vide m'a aidé à refaire ça. Et c'est du temps long qui permet ça. Est-ce que tu recommandes à tout le monde de s'autoriser à prendre ces moments de vide fertile ? Alors, est-ce possible pour tout le monde ? Donc, chacun ses enjeux, chacun ses contraintes et ses possibilités. Je recommande dans le livre de trouver le juste rythme. Et je pense que dans nos vies, notre modèle de société actuel nous pousse au trop-plein. On n'a pas de temps de pause, on n'a pas de temps de vide. Et ça, c'est problématique parce que ça peut nous dévier de notre chemin. Donc, la clé pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre des temps de vide dans nos agendas, dans nos vies. Mais ça, c'est pas du tout obligé de ressembler à 1 année comme ça, surtout pas. Je recommande des choses beaucoup plus simples aussi pour la vie de tous les jours. Ça peut être des petits temps de vide toutes les semaines, en fait. Que ce soit par la marche, du temps dans la nature, de l'écriture, des échanges avec des pairs qui vont pouvoir donner un regard éclairant sur des problématiques que l'on vit. Ça peut être des choses beaucoup plus simples. Donc je pense qu'on a une problématique sociétale de remettre du vide, mais c'est pas du tout obligé d'être sous cette forme-là. Et pour moi, c'était pertinent à ce moment-là. Voilà, dans 2 ans, maintenant, j'intègre du vide dans ma vie, mais je vais pas forcément faire ça très régulièrement. J'en sais rien, en fait. On verra. Alors, tu as introduit le concept de temps post-normaux dans ton livre. De quoi s'agit-il ? Donc, c'est une référence à un article de recherche que j'ai lu et qui m'a frappé, qui raconte comment est-ce qu'on est rentré en temps post-normaux. Il y a des dizaines d'années, on avait des défis sociétaux énormes, mais on les vivait les uns après les autres. Et les temps post-normaux, c'est la combinaison, c'est un peu ce que je décrivais au début, la complexité et l'accélération et la polarisation, et le fait que l'on vit des énormes défis sociétaux, systémiques, imbriqués les uns dans les autres, tous en même temps. Et ça fait que on arrive dans une période d'incertitude extrême. Et dans ce moment-là, il faut apprendre à vivre différemment, parce qu'il faut apprendre à mieux vivre avec cette incertitude. Il faut développer aussi son humilité de ne pas savoir comment ça va se passer et d'essayer de reprendre la main sur ce que l'on peut. Tu peux nous donner un exemple de cette imbrication ? Par exemple, les enjeux climatiques, avec l'imbrication, avec les enjeux économiques et les enjeux sociaux. On a besoin de croissance économique aujourd'hui dans notre modèle pour financer les hôpitaux, les écoles et avoir des moyens pour investir dans la transition écologique, par exemple. Dans le même temps,
plus tu fais de croissance économique, plus tu vas puiser dans les ressources naturelles et tu vas dégrader les écosystèmes. Donc en fait, il y a un paradoxe. On a besoin de croissance pour investir dans la transition écologique et en même temps, on ne peut pas se baser sur ce modèle parce que ça aggrave le problème et on va passer des points de rupture. Donc là, on a un problème de fond. Sur les enjeux sociaux, c'est imbriqué aussi, c'est que les personnes les plus touchées par le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité vont être les personnes les plus vulnérables. Donc tout ça, c'est hyper complexe en fait. Tout est imbriqué et on a besoin de s'accorder sur un même constat. C'est des enjeux aussi qui sont... Il y a un concept de wicked problème, des problèmes pernicieux. C'est des problèmes qui vont être très émotionnels. On est tous touchés par ces sujets-là. On a tous une vision différente. On ne peut pas avoir une vision complète de ces sujets parce qu'on n'en a qu'une vision partielle avec nos lunettes personnelles, de là où on vit, de nos expériences, et qui sont extrêmement complexes à appréhender et on ne connaît pas les solutions. Et donc ça fait qu'il y a une énorme complexité à cet endroit-là. Et donc il faut trouver des nouvelles manières d'aborder ces sujets. Et face à ces imbrications complexes, tu mentionnes dans le livre le concept de grande résignation. Qu'est-ce que c'est exactement ? Moi, ce que j'ai vraiment vécu et observé, quand j'échange avec beaucoup d'acteurs de changement, en tout cas des personnes qui sont très engagées au quotidien, qui œuvrent dans leur domaine d'activité, c'est que dans la santé, dans l'éducation, dans la préservation de l'environnement, etc., dans tous les domaines, dans les entreprises, dans les associations, dans le secteur public, j'ai observé depuis quelques années ce phénomène de grande résignation. Enfin, je l'appelle comme ça. C'est le fait de dire, face à tous ces défis-là, en plus il y a les contextes géopolitiques, voilà, à quoi bon en fait ? Est-ce que ça sert ce que je fais au fond ? Parce que c'est trop gros le truc là. C'est un système qui est à faire évoluer. Ça demande des solutions à une échelle énorme. Et du coup, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que ça sert ce que je fais ? Alors que je mets toute mon énergie, je mets toute ma vie, tous mes talents. Est-ce que ça a du sens ? Donc j'ai vécu ça. Et ça nourrit le sentiment d'impuissance. Et pour moi, il faut vraiment trouver des réponses pour contrer ce sentiment d'impuissance. Parce que si on le laisse s'installer, alors on est sûr, pour le coup, qu'on nourrit le chaos. Alors, quelles sont les premières réponses, justement, dans la méthode anti-chaos ? Dans ton livre, la marche, le simple fait de marcher, occupe une place centrale. Effectivement, après, j'essaie de trouver des éléments de réponse pour reprendre la main, concrètement, dans nos vies. Le fait de marcher, et je sais qu'on a ça en commun, je l'ai expérimenté moi-même, et il y a tellement d'études scientifiques qui le montrent. Le fait de marcher, en tout cas pour moi, ça amène de la clarté énorme sur ce qui est important pour nous. En fait, quand tu pars marcher, alors ça peut être une demi-heure, mais c'est encore mieux si c'est quelques heures, et puis l'idéal quelques jours, c'est que tu reviens à l'essentiel. Juste en créant du vide, en laissant libre cours à tes pensées, à la fin, moi j'ai expérimenté tellement de fois où tu trouves des réponses aux questions que tu avais et qui étaient un peu en suspens et que tu n'arrivais pas à traiter dans un quotidien trop dense. Je donne un exemple. Pendant mon année de vie de fertile, après un temps de rien, j'ai lu plein de choses, j'ai rencontré plein de gens. Et du coup, à un moment, à la limite, j'avais trop d'éléments. Dans mon vide, j'avais plein d'éléments parce que il y avait plein de choses passionnantes que j'avais creusées. Et du coup, à un moment, l'été, j'ai senti que c'était bon pour le coup, d'aller marcher plusieurs semaines dans différents contextes, avec des amis, tout seul, etc. Et je suis revenu un mois après, et j'avais une clarté. J'ai pris mon ordi, j'ai ouvert un document, je pensais faire 2 pages, 3 pages, j'ai fait 70 pages avec tout, d'une fluidité. Parce que pour moi, la marche, elle avait filtré, en fait. Elle avait filtré ce qui était vraiment très important et coupé le brouillard, coupé le brouhaha, mis de côté. Et donc, au moment où on doit inventer une nouvelle société, où on doit inventer une vie qui nous passionne personnellement, eh ben, la marche, c'est un formidable outil pour trouver ce qui est essentiel pour nous. Est-ce que tu marches avec un carnet ? Est-ce que tu marches dans la nature ? Est-ce que tu as des recommandations sur comment insérer la marche dans son quotidien ? Alors l'idéal, l'optimal, c'est dans la nature. Il y a aussi plein d'études qui montrent l'impact positif que va avoir la nature sur la créativité, sur la clarté, même sur la santé. Après, on n'a pas tous la chance de vivre dans un environnement naturel qui est juste à côté de chez soi. Donc, déjà marcher, c'est mieux que pas le faire. Marcher dans la nature, c'est encore mieux. J'essaye de trouver des périodes dans l'année où je marche quelques jours de suite. Mais sinon, 1 heure ou 2, c'est déjà formidable.
Avoir un carnet, ça dépend, chacun sa méthode. Alors, souvent, j'essaie de me forcer à laisser libre cours, puis à la limite, à la fin, passer sur carnet pour noter les idées. Après, il y a des formules qui te viennent comme ça, et parfois, tu sais que c'est les bonnes formules. Donc là, j'ai toujours mon carnet ou mon téléphone à disposition, parce que, en fait, les pensées qui te viennent, avec la formulation, elles disent plein de choses. Et donc, j'ai aussi une approche qui est j'écris énormément mes pensées qui me viennent. Donc ça, au quotidien, hein, après des marches ou juste au quotidien. Et en les relisant, juste, ça retrace, en fait, mes aspirations profondes. Et ça, c'est un conseil que j'avais reçu quand j'avais 18 ans. Je l'ai mis en place. En fait, pour moi, c'est un canal d'intuition. Dès qu'on a une formule, un truc qui nous touche, le mettre sur mes carnets, y revenir après, juste, ça guide mes pas, c'est juste incroyable. Ce qui est frappant en lisant ton livre, c'est la comparaison entre deux images, celle où je suis assis sur une chaise avec mon téléphone et je suis bombardé par un flux d'informations, je suis bombardé par le mouvement du monde que je ne contrôle pas avec ces crises imbriquées l'une entre les autres, et ce moment où je vais marcher et je reprends ma puissance sur un mouvement, un rythme que je contrôle. Ce qui nous amène au sujet de l'hyperconnexion. Tu as parlé de vie fertile. Comment est-ce qu'on le crée dans un monde où on est hyper connecté ? Ça, je pense que c'est un des défis de notre époque, clairement. Les outils digitaux, le numérique, Internet, l'intelligence artificielle, c'est quand même des super pouvoirs que l'on a, mais ils peuvent vraiment profondément nous dévier de nos chemins et profondément nous rendre malheureux. Enfin, il y a des enjeux de santé mentale qui sont immenses et qui sont extrêmement corrélés avec... tout simplement les écrans, le fait qu'on passe un temps fou. Aujourd'hui, on passe un temps fou sur écran. Quand il y a 20 ans, on le passait plutôt dans la nature, dehors, ou dans les livres. Et donc, je crois c'est pas dire faut sortir des écrans, les fuir et ne plus les utiliser. C'est quel est le bon usage ? En fait, par rapport à ce que l'on veut dans nos vies, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux ? Quel est le bon usage dont on a besoin ? Et donc ça, c'est à la fois un sujet sociétal et un sujet pour chacun, de trouver ses bonnes habitudes. Et qui est un défi, parce que tout nous pousse à revenir aux écrans. Les notifications, on a toujours plus d'applications, on a toujours plus de sollicitations. C'est lié aussi à l'accélération du monde, qui a été très bien renseigné par Hartmut Rosa, un sociologue et philosophe allemand. Donc c'est un défi permanent. Pour moi, il faut reprendre la main sur notre usage de notre temps, et notamment de nos écrans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sociologue allemand, justement, que tu mentionnes à plusieurs reprises dans le livre ? Donc Hartmut Rosa, sociologue et philosophe allemand, il a théorisé le phénomène d'accélération. Et donc, pour moi, le phénomène d'accélération, c'est un phénomène, une fois que tu l'as vu, que tu as entendu parler, tu l'as compris et tout, tu peux plus ne plus le voir parce qu'il est partout. Et donc, c'est cette tendance que tout va plus vite dans nos vies. On reçoit toujours plus de messages, on a toujours plus d'applications. Quand tu fais une livraison, ça va toujours plus vite. On consomme des pulls, avant, on les gardait 20 ans. Maintenant, ils vont avoir une durée de vie beaucoup plus faible. Avec le fast fashion, ça va aller beaucoup plus vite. Tout va toujours plus vite. On est devenu allergique au temps d'attente. Donc il faut tout optimiser tout le temps. Et ça, à la fois, évidemment, dans un certain nombre de cas, on a besoin que ça aille plus vite. La file d'attente à l'hôpital ou des choses vraiment cruciaux. Et dans un certain nombre de cas, ça nous rend malades. Parce que on n'en a pas besoin, et ça va peser sur... on n'est pas fait pour aller toujours plus vite. À un moment, il faut avoir un rythme. Quel est le bon rythme humain, en fait, naturel ? Dans la nature, tout va pas toujours plus vite. Il y a des périodes, c'est pour ça qu'il y a un moment dans le livre où je creuse autour du cycle des saisons. Si dans la nature, il y a 4 saisons, il y a 4 énergies différentes, on a besoin des 4. Donc c'est aussi prendre conscience que aller toujours plus vite, ça nous emmène dans le mur, ça nourrit le sentiment d'impuissance aussi. En fait, on est dans un paradigme actuel, toujours plus vite. Et c'est ça qu'il faut contrer en inventant autre chose profondément. Et donc ce sociologue, il décrit très finement, en fait, et très puissamment, ce phénomène d'accélération. Quelles questions je peux me poser pour trouver le bon rythme pour moi à un moment donné ? Alors, je vais peut-être creuser ce concept autour des 4 saisons. J'ai découvert ce modèle lors d'une retraite pour entrepreneurs sociaux, c'était il y a 3-4 ans. Et ça m'a vraiment éclairé. Ça m'a éclairé sur ma manière de voir la croissance et la réussite. Instinctivement, j'avais une vision que
la réussite, c'était toujours plus dans le temps. En fait, demain, j'aurai plus que hier, forcément. Plus de réussite par mes projets, quel que soit l'élément, en fait. Demain, c'est plus qu'hier. Plus de succès, plus de prestige, plus d'argent, plus d'impact, etc. Et en fait, ce modèle-là, donc, il y a 4 saisons. La première saison, c'est l'été. L'été, c'est une période où on a une énergie de fou, en fait. C'est l'énergie, on est créatif, on a envie de faire les projets, on est super efficace, super efficient. C'est une énergie géniale. Mais il n'y a pas que cette énergie. Et c'est la volonté d'être toujours dans cette énergie de productivité qui peut nous pousser au burn-out. Il y a aussi 3 autres énergies. L'énergie de l'automne, c'est quand on sent que on a des ajustements à faire. On fait un petit bilan et puis on sent qu'il y a des petites frustrations. Donc on a besoin d'ajuster des choses par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on vit. Ensuite, on peut accueillir ou non l'hiver. Et l'hiver, c'est on met en pause. On met tout en pause. On hiberne, on lâche prise, on lâche l'exigence sur la performance. Et c'est ça que je fais quand je fais un vide fertile. Et ensuite, comme je passe par là, c'est là où se joue la transformation potentiellement. Alors reviennent des intuitions, des idées, des envies. C'est le printemps, l'émergence de nouvelles choses. Et après, l'été arrive. Et là, c'est la période géniale où on est à fond. Et donc, quelle est la bonne question peut-être à se poser sur le rythme ? C'est où j'en suis, moi, dans mes projets ou dans ma vie. Parce que, en fait, moi, je trouve que tu peux assez bien observer t'en es où dans tes projets, dans ta vie. Et ça peut t'aider à accueillir la période et pas la forcer et à t'adapter pour dire là en ce moment en fait j'ai besoin de plus de temps, par exemple si je dois être en hiver, ou alors en été j'y vais à fond là, c'est le moment d'accélérer. C'est aussi bien parfois d'accélérer quand on a l'idée de fou, faut y aller quoi. Donc ça permet c'est pas une ode à la décélération tout le temps, c'est quel est le bon rythme, et je pense que c'est cyclique. Et toi, tu arrives aujourd'hui à appliquer ce rythme des saisons, et sans rentrer dans des détails trop intimes, est-ce que tu arrives à le faire avec tes proches ? Tu veux dire dans les relations avec les proches ? Dans les relations avec les proches, absolument. Si par exemple, j'ai ma famille avec moi, est-ce que je peux leur proposer qu'ensemble, on suive ce rythme des saisons ? Alors, chacun vit son propre rythme, je pense, par rapport à ce qu'il vit. Je pense que c'est un bon outil pour dialoguer, en fait, dire où t'en es, de quoi t'as besoin. Après, je ne l'utilise pas comme ça pour des relations. Je ne sais pas s'il peut s'étendre comme ça pour des relations avec des personnes, mais je trouve que c'est un super outil de diagnostic pour ensuite adapter sa manière d'agir. Mais je sais que ça aide plein de gens à ajuster la manière dont ils vivent ce qu'ils vivent. Et donc, ça peut être un outil de discussion avec des proches, clairement. Un autre outil qui peut amener à la discussion, c'est la théorie du talon d'Achille que tu développes dans le livre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui. Je pense que l'époque nous invite à clarifier ce qui est essentiel pour nous. Au fond, à nous demander qu'est-ce qui est une bonne vie. C'est quoi une bonne vie pour soi ? Je dis ça, l'époque nous dit ça parce que je pense qu'on suit un modèle qu'on nous a inculqué, qui nous emmène dans le mur, et donc on a l'opportunité d'inventer quelque chose de différent. Et il faut le faire. Et donc se demander qu'est-ce qui est essentiel pour soi. Et ce que j'ai découvert par l'expérience, c'est que il y a plusieurs dimensions dans la vie. Et que si on considère qu'on a 3 ou 4 dimensions essentielles, par exemple la santé, la famille, le travail et puis les passions, je dis ça, c'est un exemple. Chacun a des dimensions différentes, ça peut être la spiritualité, ce que l'on veut en fait. Si on délaisse une de ces dimensions qui est essentielle pour soi, alors en fait notre niveau de bien-être, de bonheur, de performance globale, il va être au niveau de cette dimension la plus faible. Donc moi dans ma tête, je vois vraiment 4 jauges. C'est comme 4 piliers, 4 jauges. Et si j'en ai 3 qui sont très élevés et une très basse, parce que je l'ai un peu délaissé, je l'ai mis de côté, alors mon niveau de bien-être, il va être au niveau de cette jauge-là. Et donc, c'est essentiel d'apprendre à gérer ces équilibres pour que je sois plutôt bien sur toutes mes jauges essentielles. Et ça, c'est pour ça que j'appelle ça la théorie du talon d'Achille, parce que s'il y a quelque chose d'essentiel dans notre vie que l'on délaisse tout le temps, je ne sais pas, la santé ou la relation avec les proches, en fait, ça va nous coûter sur tout. Comme le talon de Achille, ce dieu de la mythologie, non, ce n'est pas un dieu d'ailleurs, un héros de la mythologie grecque, qui était invincible, à l'exception de son talon. S'il était blessé au talon, il allait mourir. Comment est-ce que tu définis une performance véritablement durable ?
Alors ça dépend à quel niveau on se situe. Si c'est au niveau... ce que j'ai essayé de creuser dans le livre, c'est aussi au niveau personnel, au niveau des organisations, au niveau de la société. Je ne sais pas si tu as un périmètre que tu souhaites que j'explore en particulier. J'aimerais bien qu'on commence par la performance envers nous-mêmes, l'exigence de performance qu'on a envers soi. Ça rejoint qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Parce que être performant, c'est arriver à ses objectifs. Et donc, qu'est-ce qui est important? Donc, on revient aux piliers et aux rêves que l'on a. Et qu'est-ce qui est durable? C'est le fait de prendre soin de son énergie, en fait, pour arriver à ses objectifs, à ce qui nous met en mouvement. Et donc, il faut, je crois, aussi apprendre à gérer notre énergie au quotidien. Aussi, je travaille beaucoup, moi, avec des personnes qui sont tournées vers les autres, en fait, qui cherchent à donner du sens, à être utile, à avoir un impact positif. Mais pour pouvoir le faire dans la durée, il faut apprendre à prendre soin de soi d'abord. C'est comme l'image dans l'avion. S'il y a un problème, on nous apprend à mettre notre masque à oxygène avant de le mettre à son enfant ou à des proches. Parce qu'on a besoin d'être dans les meilleures capacités pour prendre soin des autres. Et donc, il faut apprendre à gérer son énergie et ne pas se cramer. Et c'est ça qui est durable. C'est comment est-ce qu'on avance vers ce qui est vraiment essentiel pour soi, tout en ayant un rythme et des méthodes et des outils pour avancer en prenant soin de nos besoins au quotidien et de ne pas se cramer dans le rythme. Et tu rejoins ici Pablo Servigne qu'on avait reçu sur Métamorphose pour son livre intitulé Le pouvoir du suricate. Alors pour trouver cette performance juste pour nous, j'ai découvert dans ton livre un concept suédois, le concept de lagom. Je ne sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Lagom est un adverbe suédois réputé intraduisible, signifiant approximativement moyen, assez ou optimal. Il est fréquemment utilisé parmi les Suédois pour désigner une quantité ou une qualité qui n'est ni trop peu. Le lagom est parfois considéré comme le mot le plus suédois existant. Alors, comment tu l'as découvert, ce concept, et pourquoi il t'a autant inspiré? Alors, comment j'ai découvert? Je crois que c'est dans le livre de Timothée Paric, Ralentir ou périr, qui est un économiste français. Je trouve que ce concept, il est extrêmement intéressant parce que il nous interroge sur qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est superflu. Donc le lagom, pareil, si je reviens avec mes jauges, pour moi, visuellement, c'est une jauge qui est c'est ni trop peu. C'est la bonne quantité, la quantité qu'il faudrait viser. Et donc, je pense que quand on pense des projets, par exemple, quelle quantité de chiffre d'affaires, de profit, d'indicateurs clés de son projet, de succès, on a besoin? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et ça, on peut le répliquer dans tous les domaines de sa vie, en fait. Ou de combien d'argent j'ai besoin. Parce que la société, inconsciemment, va nous pousser au toujours plus. Tout le modèle, il est basé sur le toujours plus. Le modèle, il est basé pour nous pousser à être frustrés et à aller chercher un peu plus. Et donc, si on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui est essentiel, c'est quoi? Et le lagom, qu'est-ce qui est la juste quantité à chercher pour moi? Alors, on va aller toujours plus sur ce qui est valorisé par la société et on va mettre de côté ce que l'on considère comme important pour nous. Et donc, on y revient au talon d'Achille. On va mettre de côté peut-être avoir du temps pour soi, les espaces plus créatifs, les relations, parce que la société, elle va pousser à l'individualisme et au succès, au prestige aux yeux des autres. Donc, en fait, si on ne se pose pas cette question du lagom, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est superflu, je pense que ça peut aussi nous dévier de ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et ça, c'est hyper dur, parce que rien ne nous apprend à faire ça. Donc, on a besoin de reprendre la main sur, au fond, qu'est-ce que je veux, en fait, profondément. Et le lagom, je trouve, c'est une belle manière, c'est un mot pour décrire cette idée assez évidente, mais ça permet de la décrire d'une belle manière. Si mon métier, c'est d'être thérapeute, par exemple, accompagnant, et que j'ai l'impression de me sacrifier pour mes patients, d'être obsessionnel de leur bien-être, de leur guérison, à quoi ça ressemble justement l'application du lagom dans mon cas précis? Peut-être c'est s'assurer, au lieu de peut-être faire 12 patients par jour parce qu'on veut en faire plus et être sûr d'en accompagner le plus possible, c'est
peut-être d'en faire 6 ou 8, de bien les accompagner, faire moins mais mieux, ce qui permet aussi de prendre soin de soi et de le faire dans la durée et de ne pas faire 12 patients pendant que 6 mois et ensuite ne plus en pouvoir. Et donc, c'est d'ajuster. Voilà. Quel est le bon niveau qui me permet de faire de la qualité, de la profondeur, de bien accompagner en profondeur mes patients, tout en prenant soin de moi. Et bien peut-être que ça réajuste le nombre de personnes que j'accompagne par jour. Tu as l'impression de ton expérience que les personnes travaillant dans le secteur du bien-être ou dans le secteur social ont plus de difficultés à trouver des équilibres sains que d'autres? Oui, parce que ce sont des personnes tournées vers les autres, dont on a profondément besoin, mais donc elles vont être tellement tournées vers les autres qu'elles peuvent s'oublier elles-mêmes. Et comme on est face à des défis énormes, immenses, en fait quasiment infinis, tu as toujours plus de besoins, tu auras toujours de la demande. En plus, ça peut être sur des sujets où tu as du mal à mesurer ton impact, l'apport que tu as sur des causes sociales ou environnementales. Et donc, tu vas être dans un sentiment d'urgence, d'aider le plus vite possible le plus grand nombre de personnes, ce qui est profondément louable. Et il faut nourrir cette énergie-là, mais juste essayer de bien la pondérer pour tenir la durée, justement. Et avoir, comme tu disais, une performance durable, tenir la durée, être efficient, faire moins mais mieux, aller en profondeur, pour avoir plus d'impact in fine, tout en nourrissant son propre bonheur et en prenant du plaisir sur le chemin. Si j'écoute ce podcast et que je me sens complètement submergé par le mouvement du monde en ce moment, quels sont les premiers pas que je peux mettre en place pour recréer une bulle de sérénité? Et peut-être, je peux ajouter à ma question, surtout si je n'ai pas la possibilité de me créer ce vide fertile. Ouais. Je pense que j'inviterais les personnes à prendre quand même un petit temps dans leur quotidien, 1 heure ou 2, pour s'interroger sur ce qu'elles veulent profondément. Donc ça rejoint les piliers. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie? C'est quoi les dimensions qui sont essentielles dans ma vie? Par exemple, la famille, la santé, le travail, etc. À partir de là, projeter une image positive de mon futur rêvé par rapport à ces dimensions qui sont essentielles pour moi. Ça peut être à 10 ans. Faire une description de « j'adorerais si, pour ma famille, pour ma santé, pour mon travail, etc., ça ressemble à ça ». Ça permet de reprendre la main sur « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Donc là, il faut prendre un petit temps quand même hors du brouhaha du quotidien pour aller chercher vraiment les intuitions. Et à partir de ça, on peut réévaluer quels sont les projets par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui, comment est-ce que je peux un peu rediriger toute ma vie au fur et à mesure pour que ce soit bien aligné avec ce rêve qui est aligné avec mon essentiel, en fait. Et donc peut-être, ce projet qu'on me propose qui est nouveau là, peut-être il est pas tellement aligné avec ça, en fait. Donc on peut l'enlever, en fait, parce qu'il n'est pas prioritaire. Par contre, ce projet que j'ai dans les cartons depuis très longtemps, que j'ose pas aller développer, parce que j'ai une petite peur. Mais au fond, il est pleinement aligné. Et donc peut-être, lui, il faut lui donner un peu plus de place. En fait, le fait d'avoir de la clarté, pour moi, le rêve, c'est comme une étoile polaire. C'est le fait d'avoir quelque chose de très clair à l'horizon, comme une vision positive du futur. Et à partir de ça, ça peut aider au quotidien à prendre des décisions. Donc si on se sent submergé par des propositions, un agenda trop chargé, on ne sait plus, en fait, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Le fait d'avoir une clarté sur le futur que l'on aimerait, en fait, moi, ça m'aide à dire ça, c'est un énorme oui. Ça, c'est pas sûr, donc c'est plutôt non. Ça, c'est non. Et est-ce que c'est cette attention long terme, cette étoile polaire qui me permet justement d'être plus protégé, plus à l'abri de toutes ces distractions court terme, de toutes ces notifications, de tous ces bruits d'informations que je reçois au quotidien? Je pense que ça aide parce que si, au fond de toi, tu as une vision de ce que tu veux vraiment, qui est profondément, tu te dis, est-ce que le temps, mes 24 heures, là, je les alloue de manière alignée, en fait, pour avancer vers ça. Donc si, après, tu regardes un peu factuellement, je passe X temps là-dessus, et puis 2 heures à scroller, il y a peut-être 30 minutes de divertissement dont j'ai besoin dans ma vie, mais peut-être l'heure de plus, l'heure et demie, peut-être
je peux l'allouer différemment parce que c'est pas aligné avec la personne que je veux devenir. Et ça, c'est un principe aussi qui pour moi est très puissant. C'est agis comme la personne que tu souhaites devenir. Donc, une fois que tu as cette vision de ce que tu veux devenir, est-ce qu'au quotidien, tu peux essayer d'agir au mieux? Au mieux, on a tous des difficultés, des contradictions, des contraintes, hein, de manière alignée. Est-ce que la personne que je veux devenir dans mon rêve, elle passe 1h30 à scroller? Qui veux-tu devenir, toi, par exemple, Mathieu? Toi qui as monté Ticket for Change, créé une organisation qui a permis à plein de personnes de se former aux enjeux sociaux et environnementaux. Désormais, tu es, j'ai l'impression, plus sur la voie d'un penseur, d'un philosophe, d'un sociologue. Donc, je me permets de te poser la question, qui veux-tu devenir? Elle ressemble à quoi ton étoile polaire, à toi? Je cherche le bon équilibre entre la pensée, les concepts, etc. et l'action. Moi, j'aime faire prendre l'ascenseur entre les deux. Et c'est l'action qui nourrit la pensée, c'est la pensée qui nourrit une action différente. Donc déjà, j'ai besoin de nourrir cet équilibre-là. Du coup, je cherche aussi l'équilibre entre du temps plutôt seul et du temps avec plein de gens qui me stimulent et où on peut faire des aventures collectives passionnantes et créer des projets dingues. Ça me guide profondément. Ensuite, au quotidien, je veux mettre mon temps, mon énergie au service de l'émergence d'une société plus harmonieuse. Et redonner du pouvoir d'agir à grande échelle aux gens pour qu'on puisse faire ça collectivement. Et puis, dans ma vie personnelle, je cherche le bon équilibre, la gestion du temps aussi, avoir les moyens aussi de l'ambition de ces projets, et puis nourrir les relations qui sont essentielles à la vie. Donc, c'est ça la personne que j'essaie de devenir. Et sur ce temps du quotidien, justement, quelle est l'importance des routines? Est-ce qu'elles ne sont pas plus essentielles que jamais dans un monde chaotique? Effectivement, en fait, les routines, ça paraît basique, tarte à la crème, etc. Comme la marche, au fond. Exactement. En fait, ce que j'ai adoré en faisant ce travail, c'est que j'ai trouvé que ce qui nous permettait de retrouver la main dans un monde chaotique, c'était parfois les choses les plus simples. Et donc, quand le monde est trop complexe, revenir sur les choses les plus simples, c'est parfois le plus efficace. Et ça, c'est génial, en fait. Donc, pour revenir aux routines, par rapport à la personne que tu souhaites devenir, quelles sont les 1, 2 ou 3 routines qui vont te mettre sur ce chemin-là? Par exemple, si tu veux développer cet aspect penseur, mieux comprendre le monde, etc., peut-être que tu vas essayer d'avoir une routine de lire 30 minutes par jour, par exemple. Si tu veux être une personne qui prend vraiment bien soin de son corps, de son esprit, qui est en bonne santé, peut-être tu vas mettre une routine de vraiment faire du sport chaque semaine ou d'aller marcher régulièrement, etc. Et donc, le fait de mettre ça dans ton agenda, ça a l'air très basique, mais en fait, par rapport dans un monde où tu as des sollicitations, des interruptions de partout, si tu n'alignes pas quelques éléments de ton agenda du quotidien, ton futur, il se crée aujourd'hui, en fait, et dans la répétition. Donc, si tu n'intègres pas ça dans ton quotidien, alors tu ne prends pas la direction de la personne que tu aspires à devenir. Est-ce que c'est possible pour tout le monde? Est-ce que si je suis parent avec des enfants chaotiques, peut-être pas aussi chaotiques que le monde, comment je m'y prends? Et donc, après, c'est comment je fais au mieux avec mes marges de manœuvre, mes contraintes, mon quotidien. On n'a pas du tout tous la même réalité. On ne vit pas dans les mêmes environnements et des gens, ils ont énormément de trajets pour aller à leur travail, donc ils ont beaucoup moins de temps. Les gens, ils prennent soin de leurs enfants ou de proches, ils peuvent être aidants, etc. Je dirais, on fait au mieux avec les possibilités que l'on a. Mais justement, en fait, si on a une clarté vers là où on veut aller, après, on s'ajuste, en fait, pour qu'au quotidien, des petites décisions, dans chaque décision qu'on fait, dans les petites routines qu'on arrive à mettre, en fait, je trouve ça libère énormément de savoir que on fait de son mieux, mais on est aligné, on sait où on va, en fait. Dans un monde très incertain, le fait d'avoir de la clarté sur là où on veut aller et, du coup, quelques éléments du quotidien qui balisent, qui rassurent, et le fait de dire semaine après semaine, jour après jour, j'avance dans la bonne direction, ça libère en fait énormément, ça donne du sens, ça donne de l'énergie. On est beaucoup plus efficient au quotidien et ça permet aussi
vraiment de cultiver la joie, je crois, parce qu'on sait qu'on fait de son mieux, mais on est aligné. En t'écoutant, ça me donne envie de demander aux gens avec qui je travaille, mes plus proches collaborateurs, quelle est leur étoile polaire et quelles sont les routines les plus importantes pour eux au quotidien. Car peut-être que si je pose ces questions à l'autre, je crée un cadre de compréhension mutuelle plus favorable. Exactement. En tout cas, il y a de l'entraide à créer ensuite, ensemble. On a besoin, c'est dans un autre principe, mais en tout cas, on ne peut pas avancer. Ça, c'est un mythe aussi de la société actuelle, c'est qu'on réussit seul et qu'on avance seul. Mais on ne peut pas avancer si on n'est pas nourri des autres, soutenu. On se construit par la multitude des personnes qui viennent nous soutenir et nous aider, nous éduquer. Et donc, c'est un très bon point ce que tu partages là. On a besoin d'avancer ensemble. Et au-delà de l'individuel, tu le répètes à plusieurs reprises dans ton livre, le monde est pour toi un point de bascule. À quoi il pourrait ressembler le monde une fois qu'il aura basculé ? Donc je décrivais effectivement au début de l'échange que pour moi, on quitte un monde qui est basé sur le toujours plus vite, la compétition à tout va, la domination de la nature, l'extraction des ressources, etc. Parfois la domination des humains, l'uniformisation, la centralisation, etc. Ça, c'est une pensée qui nous a permis un niveau de développement jamais vu dans l'histoire. Et en même temps, on dépasse 6 limites planétaires sur 9. Il y a des inégalités insoutenables et des problèmes de santé mentale qui fait que on se rend bien compte qu'on ne peut pas continuer avec ce modèle. Et donc, on sait que l'on doit quitter ça. On ne sait pas sur quoi on peut s'appuyer. Et donc, à quoi ça pourrait ressembler un nouveau monde ? C'est à nous de l'inventer. Je propose un début de dessin de à quoi ça pourrait ressembler, mais je pense qu'il y a quelque chose sur le but, la finalité. Déjà, on doit réinterroger c'est quoi réussir et c'est quoi le progrès. Et donc, pour moi, le progrès, c'est pas le toujours plus matériel. Le progrès, ça devrait être le mieux-être, le mieux vivre, et donc un équilibre entre les dimensions économiques. On a toujours besoin de l'économique et du social. On a besoin de mieux vivre ensemble et de l'environnemental. On a besoin de mieux vivre en harmonie avec la nature. Donc, un équilibre de ces dimensions. Un juste rythme pour avancer contre l'accélération à tout va. Une bonne dose de coopération et aussi d'émulation. Ça veut dire que on a besoin de mieux travailler ensemble et aller dans la même direction. Mais il y a aussi besoin d'un peu de dose de compétition pour tirer le meilleur de nous-mêmes et faire émerger des innovations. Il y a besoin de retrouver une harmonie avec le vivant. On a complètement oublié que l'on est issu du vivant et donc que l'on en dépend à 100%. Et donc il faut se réencastrer, se réintégrer dans le vivant et changer toute notre vision du monde par rapport à ça. En fait, je pense que l'être humain est la cause du chaos que l'on vit. C'est aussi la solution. Ça veut dire que c'est aussi en développant les capacités de chacun, les talents, les compétences, que l'on peut faire émerger ce nouveau monde. Donc on est aussi la solution. Et ça, c'est passionnant, c'est fascinant. Donc voilà, quelques éléments sur, je l'espère, un nouveau modèle de société qui peut émerger. Est-ce qu'il y a des endroits où tu vois déjà émerger ce nouveau modèle, des régions, des pays, des villages, des collectifs ? Ouais, absolument. Je pense qu'en fait, on est dans il y a un concept, un autre concept qui s'appelle les îlots de cohérence. Je pense qu'il y a plein d'îlots de cohérence dans la société. C'est juste qu'on entend l'arbre qui tombe, mais on ne voit pas la forêt qui pousse. On ne l'entend pas. On ne la voit pas. Je pense qu'il y a des endroits de réinvention partout, mais qu'on ne met pas forcément notre regard dessus et que l'on ne voit pas. Ce nouveau monde ne se voit pas lui-même aussi. Il ne se compte pas. Et donc, il y a plein de gens qui font émerger, que ce soit dans des villages, dans des villes, dans des associations, dans de l'entrepreneuriat, dans des boîtes, dans le secteur public, partout, dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans les énergies, partout. C'est juste on ne les voit pas et ils ne se voient pas et donc ils se sentent isolés. Et si on arrive à amplifier ces endroits-là qui préfigurent ce que peut être le nouveau monde,
en les mettant en lumière, il faut que ça nous donne envie aussi, et que ça montre l'exemple. Alors, si on amplifie ça, en fait, on a des incubateurs, des laboratoires du Nouveau Monde partout, là. Mais il faut les voir et les amplifier. Merci Mathieu Dardaillon. Merci Alexandre. Merci pour cette exploration du concept anti-chaos. Ton livre Anti-chaos est disponible dans toutes les librairies et on vous donne rendez-vous au prochain épisode sur Métamorphose. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être informé de la sortie de ce prochain épisode. Et puis si vous avez mis en place dans votre quotidien certaines des routines anti-chaos, faites-nous signe, partagez-nous votre retour d'expérience, on sera ravis de vous lire. Merci à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.